Notre invité, Dr Yousra Chaaben, spécialiste dans le domaine du droit international, mais aussi une analyste politique. Vous êtes la bienvenue sur l'antenne internationale. Merci. Merci beaucoup pour nous rejoindre. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui au studio de l'antenne internationale. Donc, c'est le temps des analyses politiques avec notre invité, Dr Yousra Chaaben, spécialiste dans le domaine du droit international, mais aussi une analyste politique. Vous êtes la bienvenue sur l'antenne internationale. Merci. Merci beaucoup pour nous rejoindre. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui au studio de l'antenne internationale. Et très rapidement, nous essayons dans les prochaines 30 minutes d'analyser les grands axes de coopération entre les États-Unis et bien sûr l'Afrique dans le cadre de ce sommet USA-Afrique, mais aussi nous devons jeter plus de lumière sur les messages proposés par M. le Président pendant ce sommet. Premièrement, le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné que la sécurité alimentaire, la sécurité de l'eau sont étroitement liées dans les cas sont étroitement liées au niveau africain et dans le cas d'Égypte, et c'est une question de sécurité nationale. Ma question à propos de ça, à quel point c'est un choix pertinent de qualifier le cas de l'Égypte concernant ces deux questions. C'est une sécurité, c'est une question de sécurité nationale. En fait, merci. Et moi, je pense que c'est très important et c'est dans l'intérêt de l'Égypte de joindre cette idée de ce conflit de l'eau ou problème de l'eau au problème de l'insécurité alimentaire et au changement climatique. Parce que, comme vous savez, l'Égypte a bien sûr ce grand dossier ouvert, je ne veux pas dire un conflit, avec l'Éthiopie en ce qui concerne le Nil, l'eau du Nil, le fleuve. Et donc l'Égypte, comme elle est connue toujours, elle essaye de trouver des solutions diplomatiques. Alors c'est dans notre intérêt et c'est l'occasion de mettre sur table le problème de l'eau et de joindre cette idée à l'idée de l'insécurité alimentaire. Parce qu'un tiers du continent africain est qualifié comme victime de cette insécurité alimentaire. Alors c'est important de internationaliser, moi je cherchais le terme qu'on peut dire, internationaliser le problème de l'eau pour avoir de plus en plus d'alliés ou de plus en plus de gens qui peuvent soutenir les propos et la position de l'Égypte à la scène internationale en ce qui concerne son dossier du Nil ou du barrage de la Renaissance. En fait, encore une fois, le président a noté un chiffre très alarmant. Le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire est passé à 800 millions de personnes en 2022, en augmentation de 150 millions par rapport à 2019. Plus d'un tiers, selon lui, plus d'un tiers de ceux qui souffrent d'insécurité alimentaire se trouvent en Afrique. Donc, à la lumière de la crise de changement climatique, de l'eau, de la sécurité alimentaire au niveau africain, ma question porte sur à quel point c'est une priorité très nécessaire de régler dans un cadre juridique la coopération entre les pays africains, les ressources en eau, en alimentation, afin qu'on empêche des conflits, afin qu'on empêche le déclenchement des guerres, non seulement entre les pays africains, mais aussi entre les différentes tribus et ethnies africaines. Je vous pose cette question parce que vous êtes spécialisé dans le domaine de droit international. En effet, le continent africain est un continent très très riche et il y en a bien sûr beaucoup de ressources, mais vous savez, lorsqu'on a dans une maison, on a des ressources, mais elle n'est pas bien organisée. Alors, gérer les ressources africaines et
moi je veux dire plutôt se compléter pour arriver à un certain niveau de sécurité ou à un certain niveau de richesse africaine. Je pense que ça serait l'atout sur la scène internationale. Surtout qu'il y a plusieurs recommandations qui ont été faites lors de la COP27 et les COP, les COP antérieures, pas seulement la COP27 à Sharm el-Sheikh. Ces recommandations, elles soutenaient la présence des États africains et les ressources africaines pour l'avancée ou la solution du problème du climat et du changement climatique. Par exemple, il y a deux domaines très importants et très intéressants que tous les pays africains doivent mettre en valeur et travailler, c'est l'agriculture et l'énergie. Les problèmes de changement climatique et de l'eau et autres ne vont pas, ils doivent en fait marcher de pair, être en parallèle avec ce problème avec le développement agricole et le développement en domaine d'énergie, surtout en ce qui concerne l'énergie verte. Et là, l'Égypte en particulier a lancé des initiatives concernant l'hydrogène verte. Oui. Vous avez mentionné l'Égypte. Il y a des conflits et l'Égypte essaie toujours de résoudre de tels conflits par des moyens pacifiques, par des moyens diplomatiques, par des moyens, entre des guillemets, coopération, situation de gagnant-gagnant au lieu de tout perdant. Bien sûr. Donc, est-ce que, ou à quel point cette politique a raffermi aux yeux des Américains la position égyptienne au niveau régional et ça dans le cadre quand même des accomplissements qui ont été faits par les Égyptiens au niveau de la cause palestinienne. Parce que comme vous savez, l'Égypte a essayé toujours de pacifier tout affrontement entre les occupants israéliens et les Palestiniens. Tout d'abord, en ce qui concerne le dossier de Palestine-Israël, l'Égypte, elle avait et elle a toujours ce rôle prédominant ou le rôle existant sur la scène internationale parce que là, l'Égypte, vous savez, elle lutte pour la légitimité, elle lutte pour les droits de l'homme, elle lutte pour le droit humain, pour le droit international. Alors, lorsqu'on a toujours une légitimité, on est fort. Alors, par contre, sur la scène internationale, chacun essaye de protéger ses intérêts. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est que de donner le bon exemple, de donner la bonne image, de se montrer comme on est et d'exprimer carrément notre opinion, notre point de vue, notre position. Alors c'est ça ce que l'Égypte a fait. Parce qu'en politique, c'est normal que chacun garde et protège ses intérêts. Hein. Mais ce que fait l'Égypte en ce moment, c'est d'être présente et de souligner ce qu'elle était toujours en train de faire. On est là pour la cause palestinienne, on est là pour trouver des moyens pacifiques et diplomatiques, non seulement pour la cause palestinienne, mais voyez aussi comment l'Égypte, elle règle ses conflits au niveau international. Elle n'essaye pas du tout de trouver des moyens militaires ou des moyens dérangeants, pas du tout. À la scène internationale, l'Égypte, elle est toujours présente et pour trouver des moyens pacifiques et diplomatiques pour régler la solution. Et pour arriver quand même à zéro problème, c'est presque la politique adoptée par l'Égypte au niveau régional. Et à cet égard, notamment pendant sa rencontre avec les organisations juives aux États-Unis, Monsieur le Président a révélé que si la cause palestinienne a été résolue, donc ça sera un pas géant dans l'histoire de la région du Moyen-Orient. Donc encore une fois, Monsieur le Président a soutenu
la cause palestinienne et à révéler, si je peux dire, les moyens à travers lesquels nous pouvons arriver à avoir un Moyen-Orient tout à fait pacifique. Oui, et c'est aussi un message indirect pour les autres États qui peuvent et qui veulent encourager la cause palestinienne. C'est-à-dire, il met en clair la position. Et voilà, c'est comme dans un marché, ma position, elle est là, et vous pouvez, si vous voulez, encourager et soutenir cette cause. Alors, ce que le président a fait, c'est encourager les autres États qui veulent ou qui hésitaient ou peut-être que la situation n'était pas claire pour eux. Il les encourage à soutenir cette cause palestinienne. Il met en clair, en fait, il exprime. Oui. La position. En fait, Monsieur le Président n'a pas seulement proposé les problèmes, mais aussi il a proposé quand même les solutions, les moyens à travers lesquels nous pouvons arriver à réaliser ces solutions. Donc, nous allons essayer de continuer, de poursuivre notre discussion avec docteur. Donc, si l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent. Dans ce cadre, on trouve que le président égyptien Fattah al-Sisi a révélé des solutions pour le continent africain. Par exemple, le discours de Sisi a mis l'accent sur l'importance d'intensifier les investissements agricoles afin de développer les capacités de production et de stockage du continent avec des technologies modernes. Votre point de vue? En fait, c'est essentiel en ce moment-là. Et je rappelle que les États-Unis, elle a tellement des investissements en Afrique et elle encourage les pays africains à faire ce qu'on appelle la transformation numérique. C'est vrai que l'Égypte a déjà commencé ses pas il y a plusieurs années en ce qui concerne la transformation numérique et même maintenant dans nos administrations publiques, on a plusieurs administrations qui est gérée de manière numérique. Alors cette initiative de transformation numérique, elle doit être généralisée ou largement diffusée en Afrique. Et je rappelle que les États-Unis, par exemple, elle a consacré 350 millions de dollars pour l'investissement dans la transformation numérique en Afrique. Alors ça, c'est un point très important. Et là... mais à quel point vous trouvez que les Américains peuvent pomper un peu plus d'investissement, notamment dans le domaine agricole au niveau africain, afin d'empêcher la détérioration de la sécurité alimentaire? Ils peuvent le faire parce que déjà ils ont commencé via des institutions, des identités sur place, faire de l'aide pour le Niger, Bénin, en fait pour l'infrastructure, parce que pour les États-Unis, elles voient que l'investissement ne va pas se faire d'un seul coup. Il doit se faire par étapes. Et première étape pour un bon investissement, c'est bien l'infrastructure. Et donc, ils ont commencé à investir, à donner de l'argent, des fonds pour mieux gérer et mieux faire les rues et les... la transportation entre Niger et Bénin, de restaurer en fait les ports dans ces différents pays africains tels que le Togo, Gambia, etc. Alors il y a les ports, il y a l'infrastructure, il y a la transformation numérique, il y a plusieurs en fait secteurs où les États, tout ça, et là on parle aussi d'énergie et d'agriculture. Je veux dire qu'il y a il y a des domaines variés, divers et variés, où les États-Unis va probablement investir. Mais là, je dois souligner et indiquer que les États-Unis, elle ne va pas faire ça toute seule. Comme quand vous avez bien mentionné que tant que l'Afrique, elle va bien, les États-Unis vont bien. Ouais. Alors, on parle maintenant au niveau international et en droit international de
voilà, d'une coopération, d'un partenariat, parce que... Donc est-ce que vous avez touché une sorte de changement de langage de la part des Américains envers les Africains dans ce sommet? En parlant, par exemple, un seul mot, cette relation entre les deux côtés, un partenariat. C'était une déclaration très importante faite par deux hauts responsables américains. Parce que donc il y a un changement. En diplomatie, en ce moment-là, à cette ère-là, on ne peut pas dire que ça. Hein. C'est l'ère de la diplomatie, c'est l'ère des coopérations, c'est l'ère de la politique. Et c'est l'ère de la compétitivité et de la compétition quand même entre les Chinois, les Américains, les Russes. En fait, il y a des pays dominants, des grands pays qui résistaient tellement à plusieurs changements lors de des négociations de la COP 27, y compris les États-Unis et la Chine. Mais ce que je veux dire, qu'en ce moment, on ne parle plus de colonisation, on ne parle plus de pays dominants et d'autres des pays gérés. Mais il y a ce qu'on appelle la néocolonisation, il y a d'autres langages. Oui, mais parce que quand même, il y avait des forums au sein de l'Afrique, comme le forum de Dakar, sur la paix et la sécurité, qui a pris un titre très important, c'est les crises exogènes, les crises extérieures, et leurs impacts sur la souveraineté des pays africains. Donc, il y avait des sonnettes d'alarme qui ont été lancées. Oui, mais on parle certainement de coopération, partenariat, on ne peut pas parler autrement. Hein. C'est vrai que les États-Unis, elles partent sur ce terrain de par sa présence importante à la scène internationale, comme pays gardien quand même. Ces grands pays ont une responsabilité internationale à donner, à assumer une certaine responsabilité. Quand on est grand dans un pays ou dans une entité, on doit donner pour rester grand. On doit donner, on doit servir aux autres pour rester grand. Alors, c'est de la part de sa responsabilité internationale qu'elle... Et je pense que la scène internationale, elle est toujours ouverte. C'est-à-dire, j'imagine qu'on peut voir très bien d'autres pays occidentaux qui peuvent quand même tendre la main et ouvrir leurs portes pour d'autres investissements. Il y a toujours une course sur l'Afrique de la part de ces grandes puissances mondiales. Il y a toujours des compétitions entre elles. Mais justement, j'aimerais préciser un point très important. Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a exhorté les États-Unis à investir dans l'allègement du fardeau de la dette des nations les plus touchées. La dette représente un point critique, un point qui menace vraiment les souverainetés des pays africains. C'est pourquoi il a tiré la sonnette d'alarme contre cet élément, notamment dans le cadre de ces crises alimentaires, énergétiques, économiques, financières, qui frappent non seulement l'Afrique, mais aussi le monde entier. Donc, quel est le rôle à jouer par les Américains pour réaliser une sorte d'assouplissement? Certainement, pour ces sortes de dettes, de fonds, etc., il y a des procédures et des démarches à faire. Ce que la politique peut faire à ce stade, c'est peut-être d'assouplir ces démarches, de simplifier les prêts, de simplifier les démarches ou les garanties demandées pour prendre des prêts, etc. Alors là, la politique peut faire un jeu, mais ça reste quand même, à mon avis, ce qui concerne les dettes, les prêts, etc., ça reste réglementé. Et il y a beaucoup de démarches administratives au sein des banques et au sein des fonds internationaux. Il y a des démarches à suivre. Alors, ce que la politique peut faire, c'est seulement d'assouplir. Mais je ne sais pas à quel niveau, je ne peux pas imaginer à quel niveau les États-Unis peuvent faciliter cette tâche. Mais j'espère bien qu'elle peut le faire parce que ça va influencer directement les investissements et les
les infrastructures en cours dans le continent africain. Ouais. Intégrer les marchés africains dans l'économie mondiale, c'était l'un des appels lancés par Monsieur le Président au cours de ce sommet, États-Unis-Afrique. Donc, d'après vous, quels sont les moyens à suivre pour arriver à réaliser ce but? Je pense que l'idée d'avoir une zone de libre-échange africaine, une zone africaine de libre-échange est très très importante. Ils ont commencé à dire que cette zone va exister, etc., etc. J'espère bien. C'est déjà une ambition et un rêve qui a existé depuis fort longtemps, depuis très longtemps. Alors j'espère bien que cette zone existerait parce qu'elle va faciliter tellement les déplacements des personnes, des marchandises, etc. Moi, je me rappelle bien qu'en droit de l'Union européenne, un des principes très importants, c'est la libre-échange des marchandises, des personnes, etc. Vous savez bien que l'espace Schengen, si vous avez un visa pour la France, par exemple, vous pouvez aussi partir en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Alors, cette idée ou ce concept de libre-échange ou de libre-espace, c'est très, très important et c'est un principe qui doit être fourni parce que ça va faciliter tellement les échanges et d'autres étapes. En fait, ça sera juste une étape préliminaire pour d'autres étapes d'infrastructure, d'investissement et autres. Alors, à mon avis, première chose, c'est d'encourager et de mettre en place cette zone de libre-échange. Une très rapide question. Aujourd'hui, c'est la journée des migrants et comme vous savez, l'Égypte reçoit 9 millions de réfugiés et des migrants. En même temps, l'Égypte appelle les grandes puissances mondiales à financer l'action climatique parce que ces changements climatiques poussent les gens à l'immigration, que ce soit légale ou illégale. Donc, de votre point de vue, en tant qu'une spécialiste dans le domaine des droits internationaux, comment nous pouvons vraiment arriver à avoir une sorte de cadre juridique qui si je peux dire, allège un peu plus les fardeaux ou les souffrances de ces migrants? En général, ça vient toujours par des programmes de soutien, des fonds communs, par exemple des Nations Unies pour la population, des autres organisations internationales qui garantissent la présence de ces réfugiés, qui financent, etc. Par contre, pourquoi pas avoir un fonds commun international pour faire face à ce phénomène? Parce que ce phénomène, il n'est pas seulement en Égypte, il est en Italie, en France, ça existe toujours. Alors pourquoi pas? On peut très bien penser à un fonds commun pour gérer ou pour faire face à ce phénomène de migration. Mais l'Égypte, j'aime bien souligner que l'Égypte, elle est toujours réceptive. Ouais. Docteur Yousra Chaaben, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne ces messages présidentiels concernant les problèmes, mais aussi les solutions pour arriver à une Afrique plus avancée, verte, plus développée. Merci, chers téléspectateurs. Il ne me reste que vous proposer un reportage concernant les activités présidentielles au cours de cette semaine ou au cours de ces derniers jours. Et avec ça, nous devons clôturer cette édition. Merci, à la prochaine.